Donc là, on va passer à une keynote sur des questions quand même qui sont assez essentielles. L'ami américain et les intérêts français, un mariage impossible. Donc j'invite Arnaud Coustière, président du pôle d'excellence cyber, à venir introduire cette keynote ainsi que les deux speakers. Oui, bonjour à tout le monde. Bon, moi, je suis ravi d'être ici et je remercie Yasmine. Je suis surtout ravi d'être ici avec à mes côtés Georges Lotigier, qui est le CEO de Vide, et avec François Pierucci, qui a une longue carrière chez Alstom. Ce qui unit ces deux hommes, c'est qu'ils ont été soumis à la Lex Americana. Et c'est un élément particulièrement... Et pour ceux qui ne l'ont pas lu, je vous recommande cet excellent livre qui montre comment la puissance américaine peut se déployer pour casser et faire disparaître des sociétés qui les menacent dans la guerre économique. Et sur Vide Secure, c'est à peu près la même chose. Donc deux grands patrons qui ont été victimes. Et pour introduire cette table ronde, je ne vais pas dire plus de choses. Je vais simplement citer une parole du président François Mitterrand alors qu'il allait quitter son mandat. Il s'est confié à un commentateur, qui est d'ailleurs, c'est une phrase que je sors de ton livre, qui est « La France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre avec l'Amérique. Oui, une guerre permanente, une guerre vitale, une guerre économique, une guerre sans mort apparent, mais plutôt une guerre à mort. » Voilà, donc ça vous donne à peu près le contexte de ce que mes deux camarades vont témoigner, puisque eux l'ont vécu dans leur chair. Qui veut commencer, Georges? Oui, donc je vais commencer. Alors c'est vrai qu'on dit l'ami américain, on prend la peine de dire l'ami. En réalité, si on prend la peine de le dire, c'est que ce ne sont pas toujours des amis. Ce sont des alliés, c'est sûr, mais qui sont alliés dans l'intérêt, bien sûr, dans leur propre intérêt en règle générale. Et culturellement, aujourd'hui, enfin j'en parlerai un tout petit peu après, on fait 25% de notre chiffre d'affaires, 25-30% de notre chiffre d'affaires aux États-Unis. Quand on met le pied aux États-Unis, eh bien, on se rend compte qu'on se ressemble, mais finalement pas du tout culturellement sur ce sujet-là. En France, on est très protégé par l'État, la santé, la retraite, etc. Là-bas, ça n'existe pas, enfin beaucoup moins. Et donc, la culture, c'est d'instrumentaliser la justice, et qu'on soit des amis ou pas. Et les peines sont beaucoup plus lourdes en général. En fait, l'instrumentalisation de la justice, c'est un business là-bas. Et on l'a appris à nos dépens. Alors très rapidement, qui est Vide ou Vide Secure? Maintenant on dit Vide. On est éditeur de cybersécurité, spécialiste de la détection de phishing et de malware, de ransomware, par intelligence artificielle. Et là, je ne vais pas parler du tout de cybersécurité, mais plutôt de sécurité et d'attaque en justice américaine. Bien sûr, on est une activité sensible et la souveraineté numérique en France et en Europe, c'est la donnée et c'est la sécurisation de ces données. Donc c'est un sujet important. Qui est Vide? On est donc éditeur et on fournit aux grands opérateurs, aux plus grands opérateurs mondiaux et aux entreprises, donc les systèmes de sécurité. Et à titre indicatif, pour dire qu'on est société sensible, on sécurise à peu près 1,2 milliard de boîtes aux lettres dans le monde. À titre indicatif, Google, c'est 1,5 milliard. Donc on a presque autant de données sur la cybersécurité, les cyberattaques, que Google. C'est très important et c'est ce qui nourrit notre intelligence artificielle pour avoir la meilleure détection. Donc comme je l'ai dit, on est très important aux États-Unis, au Japon. On fait plus de la moitié de notre chiffre d'affaires dans ces deux pays. Et depuis 2015, on a pris tous les plus grands opérateurs les uns derrière les autres. En 2017, on fait une petite levée de fonds et à cette occasion, on recrute notre directeur technique, un Français basé aux États-Unis, qui travaillait dans une société qui a été rachetée par Proofpoint, le leader mondial de la sécurité des emails. En 2018, on gagne comme cast, ça j'ai le droit de le dire, et on était en train de gagner en 2019 un beaucoup plus gros, beaucoup plus connu, que je n'ai pas le droit de citer. Et donc à ce moment-là, on gagne à chaque fois contre notre concurrent, qui veut nous stopper. Comme il n'arrive pas à nous stopper techniquement, notre technologie est meilleure en termes de détection que la sienne,
Enfin, en tous les cas, ce sont les tests et nos clients qui le disent, même si Proofpoint a une excellente technologie, bien sûr. Ils n'arrivent pas à nous contrer d'un point de vue commercial non plus. Proposer une acquisition, ça ne s'est pas fait non plus. Et donc, qu'est-ce qui reste? Le légal. Et donc, notre concurrent préféré a choisi le cabinet d'avocats le plus craint au monde, qui a tous les ans le award du cabinet d'avocats le plus craint au monde pour nous attaquer. Donc ça veut à peu près tout dire. Et l'angle d'attaque qui a été pris, c'est ce qui s'appelle le DTSA, Defend Trade Secret Act. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, c'est une loi qui existe depuis 2016, créée pour lutter contre Huawei, contre l'espionnage industriel de Huawei, de la Chine, quoi, en fait, aux États-Unis. Et qu'est-ce que c'est qu'un secret d'affaires? Eh bien, c'est là toute la question. Entre un secret d'affaires et un savoir-faire, la nuance est extrêmement difficile à déterminer. Ça n'est pas du copyright, ça n'est pas du brevet, donc c'est très flou. Et dès lors qu'un salarié a travaillé dans une entreprise et travaille chez un concurrent, eh bien, le secret d'affaires, qui n'est pas défini juridiquement de façon précise aux États-Unis, devient une notion très floue. Je précise aussi que c'est jugé par un jury populaire, c'est-à-dire qui n'y connaît strictement rien, et donc, et par définition d'ailleurs, c'est-à-dire que s'il y en a un qui connaît le sujet, il n'est pas choisi, c'est comme en France, il y a 24 candidats, et on en choisit 8 parmi 24. À titre d'exemple, on nous a attaqué pour utiliser le langage Go, enfin une combinaison. Il faut savoir ce que ça veut dire, donc un secret d'affaires, c'est une combinaison de choses que tout le monde connaît. Par exemple, le fait qu'on utilise le langage Go, qu'on utilise une configuration par langage simplifié, qu'on utilise des API REST, qu'on utilise une architecture en cloud, et du clustering, c'est-à-dire en gros ce que tout le monde fait, mais le fait d'utiliser les 5 simultanément, c'est un secret d'affaires. Quelques chiffres. Veid, on était à cette époque-là 160 salariés, on est un peu plus maintenant, 180, 200. On faisait en 2019, c'était il y a 2 ans cette attaque, à peu près, un peu moins de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. On fait pas loin du double aujourd'hui. Et on était très faible en cash, on était en train de faire une levée de fonds qu'on n'a pas fait, compte tenu des risques notamment et d'autres choses, mais en tous les cas, l'attaquant nous demandait près de 60 millions de dollars x 3, c'est-à-dire 180 millions de dollars, plus interdiction de vendre tout le logiciel qui a été créé depuis 2017. Vous imaginez ce que ça représente. Donc autant dire que si on avait la peine capitale, on était mort. Enfin, la société était morte. Ça a été 2 ans d'enfer. Pendant 2 ans, il y a eu une période de discovery où on avait pratiquement tous les 2 jours une nouvelle requête. Au final, on a transmis 3,7 millions d'équivalents de pages A4 qui ont été traduites, expertisées, analysées. Vous imaginez le coût par page. 100% de notre code source, bien que notre directeur technique n'avait pas travaillé, avait travaillé sur une très faible partie de notre code source. On nous a demandé spécifiquement de transmettre toutes les conversations qu'on a eues avec l'ANSSI, avec le gouvernement français. Donc c'est une demande du gouvernement américain, du juge américain spécifique. Le juge de procédure a considéré qu'on était de mauvaise foi, parce qu'à un moment donné, on a mis en avant les conventions de La Haye, étant activité sensible. Les conventions de La Haye signées par les États-Unis avec l'Europe permettent de ne pas transmettre l'intégralité des informations dès lors que l'activité est sensible. Eh bien, le fait de mettre en avant les conventions de La Haye, on a été considéré comme faisant entrave à la justice américaine, ce qui est quand même un peu incroyable. Pourquoi, nous a-t-on dit? Parce que les conventions de La Haye ont été signées, ne peuvent être utilisées que si elles sont dans l'intérêt des États-Unis. Sur le coup, je n'ai pas trouvé ça très drôle. Et ils m'ont dit, voilà, si vous faites entrave à la justice américaine, vous verrez ce que ça va vous coûter. Au final, on a eu 17 annéums de juristes à 1 000 € de l'heure. 1 mois d'audience
aux États-Unis. On a eu, le coût global, 30 millions de frais d'avocat, d'experts. À l'issue de ce mois d'audience devant un jury populaire, où on entend des choses absolument hallucinantes, on a tout le temps envie de se lever en disant « mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que vous racontez ?» Devant un jury populaire, c'est forcément du cinéma, même si, effectivement, et je respecte la justice américaine, quand on va dans un pays, on doit respecter cette justice. Mais dès lors que c'est fait par un jury populaire qui ne comprend rien, vous imaginez ce que les avocats essaient de faire passer comme couleuvre. Au final, dans ce flot d'informations, vous savez, tout le monde commet quelques petites erreurs. Donc dans ce 1,5 million de pages, ils ont forcément trouvé quelques petites bricoles. En gros, notre directeur technique, et comme j'allais dire, presque tous les Français font, a utilisé quelques outils qu'il utilisait dans toutes les boîtes qu'il avait. Et donc, il y avait quelques petits outils, c'est genre une macro Excel, quoi. Hein. Je vous conseille de ne pas utiliser de macro Excel que vous avez développé dans une entreprise précédente, parce que ça peut vous être reproché. Et en gros, un clin d'œil que j'ai envoyé à un de mes collaborateurs, parce que je faisais une blague, mais un clin d'œil, aux États-Unis, ça a été interprété comme « nous sommes complices ». Voilà, donc très attention à la façon de communiquer. Le juge de fond a compris que, effectivement, l'entreprise est responsable des actes de ses salariés, mais pas coupable, et donc n'a pas multiplié la peine par 3, heureusement. Et donc aujourd'hui, le risque est écarté pour Wade. Finalement, ça a été très compliqué puisque financièrement, vous imaginez bien que pendant cette période, il n'y a aucun investisseur qui veut prendre de risques, tant que le risque n'est pas écarté. Donc on s'est débrouillé comme on a pu, on est devenu super rentable. On s'est débrouillé pour payer, pour étaler les paiements auprès de nos avocats. On a eu 0 churn, on est passé de 6 000 clients à 12 000 clients pendant cette période, et aucun client, malgré les courriers envoyés par les avocats de la partie adverse à nos clients, disant qu'on était des voleurs, aucun client ne nous a lâchés. Et donc, au passage, on a continué à déposer les brevets aux US. Donc au final, les risques sont extrêmement élevés dès lors qu'on met le pied aux États-Unis. On s'est pris, je passe aussi ça, on s'est pris des procès pour patent, mais qui nous ont coûté 1 million. Donc je veux dire, là, c'était raisonnable. Mais dès lors qu'on commence à gêner un peu aux États-Unis, on s'en prend plein la figure. Par contre, assez bizarrement, on fait un pont d'or à toutes les technologies américaines. Et j'ai pas peur de dire qu'on est colonisé en France. Le numérique est colonisé par les technologies américaines. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Probablement, pour les entreprises, être armées financièrement. Probablement au niveau des lois européennes, il faut s'armer juridiquement. Il y a un grand courant qui est en cours dans ce sens. Et là, je parle du numérique. Mais bien entendu, il n'y a pas que le numérique. Et les risques sont parfois beaucoup plus lourds que ce que je vous ai raconté. On a failli y passer, mais on est encore là. Mais Frédéric Pierucci va vous parler de son expérience, qui est encore beaucoup plus douloureuse. Merci à vous. Merci beaucoup, Georges. Donc là, on a vu le civil sur une petite entreprise. Moi, je vais vous parler du pénal sur une grande entreprise, sur Alstom. Les entreprises françaises ont payé sur les 10 dernières années 14 milliards de dollars d'amende au Trésor américain pour enfreinte à différentes lois extraterritoriales américaines. 14 milliards, c'est une petite partie du problème. Comme l'a mentionné Georges, derrière, vous avez tous les frais d'avocat et de défense. Vous pouvez en gros multiplier par 2. Vous dépensez en gros $1 de frais d'avocat pour $1 d'amende. 14 milliards de dollars, c'est Total, Technip, Alcatel, Alstom, Sanofi, Société Générale, BNP, j'en passe. Donc en gros un quart du CAC 40. Qui est déjà passé par les fourches codines des autorités américaines. Ces lois américaines
plutôt que d'extraterritorialité, moi, je vais plutôt vous parler de guerre du droit. C'est l'instrumentalisation du droit comme arme de guerre économique pour déstabiliser des concurrents, des entreprises, des banques, etc. Il y a une asymétrie complète de l'utilisation du droit américain par les autorités américaines. Vous prenez simplement la loi anticorruption américaine qui s'appelle Foreign Corrupt Practice Act, qui a été la loi la plus appliquée contre les entreprises françaises, donc c'est Total, Technip, Alstom, Alcatel, etc., Airbus dernièrement. Cette loi, depuis que les Américains l'ont rendue extraterritoriale, c'est-à-dire depuis 1998, plus de 2/3 des amendes issues de cette loi, en application de cette loi, sont payées par une entreprise européenne. Donc ils n'attaquent pour l'instant pas trop les Chinois, pas trop les Russes. Ils ont principalement focalisé leurs attaques sur, en gros, leurs partenaires. Ils ont attaqué d'abord les Norvégiens, Statoil, les Italiens, l'ENI, les Anglais, British Aerospace, les Français, les Allemands. En Allemagne, vous avez Siemens, Bilfinger, Deutsche Bank, Deutsche Telekom, tout le monde y est, Daimler, tout le monde y est passé. Et ces entreprises ont ensuite été déstabilisées sur le long terme. Donc vous avez ces armes, ce sont les lois. Vous avez la loi anticorruption, vous avez la loi sur tout ce qui est trade compliance, donc tout ce qui est export control, biens à double usage, tout ce qui est embargo, sanctions, décrétées de manière unilatérale souvent par les États-Unis et où l'Europe fait souvent du suivisme, comme on l'a vu sur beaucoup de cas. Et ensuite, vous avez les moyens. Les moyens d'appliquer ces lois. Vous avez d'autres lois qui sont utilisées comme moyens pour appliquer ces lois. Et l'une des plus évidentes, c'est le Cloud Act qui a été promulgué en 2018, qui en gros mandate les GAFA pour être auxiliaires de justice, pour transférer les informations aux autorités américaines de vos données qui sont stockées dans le cloud. On ne va pas trop parler de ça, mais si vous voulez discuter dans le détail de ça, mais en gros, ils ont légalisé ce que Snowden avait dévoilé en 2013, c'est-à-dire l'utilisation des GAFA comme captation de données stratégiques. Donc, ça c'est l'ensemble des lois américaines. Vous en avez tous les ans une nouvelle qui va s'attaquer à tel ou tel problème. Maintenant, comment se passe une vraie attaque sur une entreprise? Alors, ils ont d'énormes moyens pour collecter les sources, les signaux faibles. Mais une fois qu'ils ont détecté un signal faible, ils vont convoquer en fait le directeur général de l'entreprise ou le directeur juridique de l'entreprise à Washington en lui disant voilà, nous avons des soupçons, par exemple que société Alstom, vous avez fait de la corruption en Roumanie. Et ils vont dire on a accumulé un dossier sur vous. Et là, vous devez choisir de coopérer avec les autorités américaines. Alors, coopérer, ça veut dire quoi avec les autorités américaines? Ça veut dire, en gros, faire tout ce qu'elles vous demandent de faire. Et elles vous demandent de faire d'abord une enquête interne. On vous dire, comme vous avez fait de la corruption en Roumanie, vous allez faire une enquête interne, parce que bien évidemment, monsieur le PDG de cette société, Alstom, vous êtes une société éthique, donc vous allez vouloir faire toute la lumière sur les agissements de votre filiale en Roumanie. Donc vous allez utiliser un cabinet d'avocats américain, bien sûr un des 4 ou 5 sur la place de Washington en qui le département de justice a complètement confiance. Et vous allez faire cette enquête interne. Alors là, vous avez 2 choses à négocier avec les autorités américaines. La première chose que vous devez négocier, c'est le périmètre géographique de cette enquête. Vous allez dire, ok, j'ai peut-être fait quelque chose en Roumanie, donc je vais faire une enquête sur la Roumanie. On va vous dire, non, si vous avez fait quelque chose sur la Roumanie, vous allez faire des choses autre part. Donc vous faites une enquête mondiale sur toutes vos filiales dans le monde. Donc celui qui commence à compter les billets, c'est le cabinet d'avocats américain qui travaille pour vous. Parce que là, faire une enquête mondiale sur un groupe comme Alstom ou sur Airbus, etc., ça demande des ressources énormes. La deuxième chose que lorsqu'ils ciblent les entreprises européennes, en général, vous finissez sur une enquête mondiale. Lorsqu'ils ciblent les entreprises américaines, et ça arrive de temps en temps, je vais vous expliquer dans quelles circonstances, ils se focalisent que sur le pays sur lequel il y a un vrai problème. Ils n'ont pas une enquête mondiale sur les sociétés américaines. La deuxième chose que vous avez négocié avec eux, c'est le périmètre temporel de cette enquête. Vous allez dire, OK, le truc en Roumanie, ça s'est passé il y a 3 ans, donc je vais faire une enquête sur les 3 dernières années, d'accord, mondiale, parce que vous insistez que ce soit mondial. Ils vont dire, non, vous allez faire sur les 10 dernières années.
Vous allez dire, mais il y a prescription après 5 ans sur ces lois américaines. On va dire, la prescription, on s'en fout. D'accord? Donc vous allez faire une enquête sur 10 ans. Comme gage de bonne coopération avec les autorités américaines, d'ailleurs, c'est un peu ce que tu disais, Georges, vous allez nous signer un papier comme quoi vous renoncez vous-même à la prescription. Toutes les entreprises renoncent à la prescription et se retrouvent sur une enquête qui va au-delà de 5 ans. Alstom, ils sont montés à 10 ans, Airbus, Total, ils sont montés à 18 ans, etc. Donc celui qui se frotte vraiment les mains, c'est le cabinet d'avocats qui bosse pour vous. Là, ils font une enquête interne sur vous, sur 10 ans, toutes vos filiales dans le monde. Et là, qu'est-ce qu'ils font ensuite? Ils arrivent avec des cabinets de forensique, ils se pluguent sur vos systèmes informatiques et ils downloadent tous vos contrats, toutes vos transactions financières, tous vos contrats avec vos agents, tous les emails échangés entre tout ce beau monde. Et après, ils vont faire le tri. Ce tri, ça va durer 1 an, 2 ans, 3 ans. Ils vont essayer de chercher tout ce qui s'est passé. Ils vont venir chez vous ensuite faire des entretiens avec vos salariés, donc en toute illégalité, en enfreignant les lois de blocage françaises, européennes, etc. Vous avez des cabinets d'avocats qui vont venir s'asseoir à Toulouse ou à Paris et prendre un par un tous vos salariés qui auraient pu être impliqués là-dedans. Et ensuite, vous devez faire un rapport que vous devez ensuite leur présenter une fois que votre enquête interne est finie. Lorsque vous représentez ce rapport aux autorités américaines, vous devez commencer ce rapport, cette présentation, par autodénoncer vos propres employés qui ont été complices de ces faits-là. Si vous ne dénoncez pas vos propres employés, ils n'écoutent pas le reste. Ensuite, vous devez leur donner le nom des entreprises, des contrats que vous avez gagnés, le nom des agents que vous avez utilisés, les comptes en banque utilisés, combien ont été payés, etc., etc. Et si tout se passe bien, vous devez leur déclarer le profit que vous avez réalisé sur ces contrats-là, et si tout se passe bien, ils vous donnent le montant de votre amende. Et là, ça veut dire coopérer avec les autorités américaines. Alors, toutes les entreprises finissent par coopérer. Au début, pour un PDG d'une entreprise française, vous allez vous dire ça paraît tellement énorme que je ne vais pas faire ça, parce que ça va me coûter un bras, et puis de toute façon, je ne vais pas donner toutes mes informations sur toutes mes filiales au Department of Justice. Donc, c'est ce qui s'est passé dans le cas d'Alstom. Au début, le PDG a décidé de ne pas coopérer. Pas coopérer, ça veut dire qu'ils vont être patients 1 an, 2 ans, 3 ans, puis après, ils vont commencer à arrêter d'être patients, et ils vont arrêter un des cadres dirigeants de l'entreprise. C'est ce qui m'est arrivé, 25 mois de prison. Donc, lorsque ils arrêtent un cadre dirigeant, le PDG ensuite, ils ne vont pas arrêter le PDG, ils vont arrêter en général les gens en dessous parce qu'il faut quand même qu'il y ait quelqu'un avec qui négocier. Donc, ils vont arrêter des gens en dessous et ils vont essayer de retourner ces gens. Dans le cas d'Alstom, vous avez 8 personnes qui ont été arrêtées. Une partie des personnes qui ont été arrêtées, déjà, ils vous proposent tous de jouer la top dans votre entreprise pour éviter la prison. D'accord. Dans le cas d'Alstom, vous avez eu plusieurs de mes collègues qui ont joué les tops à l'intérieur de l'entreprise pendant des années. Donc ça veut dire quoi, jouer la top? Ça veut dire que vous allez tous les jours au bureau avec un micro autour du cou, vous enregistrez tous vos collègues, vous essayez à les pousser à s'auto-incriminer. Et le soir, vous rentrez à la maison avant de dire bonjour à madame ou à monsieur, vous êtes débriefé par un agent du FBI. D'accord, qui vous dit demain vous y retournez parce qu'il faut faire parler monsieur tel et tel. À l'intérieur du groupe, on en a eu beaucoup. Moi, j'ai eu accès à toutes ces informations parce que j'ai eu accès au Discovery contre Alstom. Et donc, j'ai écouté tous les enregistrements que le FBI avait fait avec les lettres de top à l'intérieur de l'entreprise. Vous avez ça certainement dans vos entreprises. D'accord ? C'est la technique classique, si vous ne coopérez pas avec les autorités américaines, ou pour collecter des informations en amont de leurs enquêtes. Alors, si vous êtes français et que le FBI vous demande de jouer la top à l'intérieur de votre boîte, il y a de fortes chances que vous disiez non. Si vous êtes américain et que le FBI vous demande de jouer la top à l'intérieur d'une boîte française, il y a de fortes chances que vous disiez oui. Hein, il y a des gens de la DGSE ici, si des gens de la DGSE vous demandent en tant que Français de faire la top à l'intérieur de votre boîte, il y a de fortes chances que vous disiez oui. D'accord. Si vous êtes russe, que vous êtes le FSB qui vous demande de jouer la top dans votre boîte, il y a de fortes chances que vous disiez oui. Okay. Donc, non, mais ça veut dire que dans les entreprises, vous ne pouvez pas traiter de la même manière vos employés en fonction de leur nationalité, parce que tout le monde subit des pressions différentes et n'ont pas forcément une vue corporate de la chose.
On disait qu'il n'y avait pas eu de mort. Chez Alstom, il y a eu des morts. Hein. On a eu 2 morts chez Alstom, c'est-à-dire suite à des descentes, des personnes qui ont fait des crises cardiaques et qui sont morts. On a eu 8 personnes qui ont été condamnées aux États-Unis. On a eu 4 qui ont été condamnées en Angleterre. Un qui a pris 4 ans et demi de prison, 3 ans et demi, 2 ans et demi. Aux États-Unis, il y en a un qui a moi j'ai fait 25 mois, mais il y en a un autre qui a fait 15 mois de prison. Donc on est dans un système où les entreprises finissent toujours par coopérer. Aucune entreprise au pénal ne va au procès, contrairement au civil. Les risques étant beaucoup trop grands au pénal d'être condamné devant un jury populaire. Donc, toutes les entreprises finissent par négocier avec le Department of Justice. Donc, et ensuite, cet accord est juste tamponné par un juge américain. D'ailleurs, les juges, ils s'appellent maintenant juges tampons parce qu'ils ne font que tamponner des accords qui sont négociés entre des procureurs, des super procureurs qui ont tous les pouvoirs du gouvernement américain et les entreprises. Donc, les conséquences pour les entreprises européennes, ben, c'est une perte de souveraineté sur des industries emblématiques. Hein. Lorsque General Electric a racheté Alstom, parce que souvent, suite à ça, l'entreprise est tellement affaiblie que vous avez un chevalier blanc américain souvent qui arrive pour vous racheter. Dans le cas d'Alstom, c'était General Electric. General Electric a déjà racheté 5 entreprises en utilisant exactement le même schéma, c'est-à-dire l'entreprise est mise sous enquête du département de justice, le CEO risque d'aller en prison, General Electric arrive en sauveur, le PDG ne va pas en prison et rachète la boîte. Lorsque on a racheté Alstom, lorsqu'on a vendu Alstom, on a donné les mains de la maintenance des centrales nucléaires françaises aux Américains. Juste après le rachat, General Electric a menacé EDF d'arrêter de leur fournir des pièces de rechange si ils ne renégociaient pas le contrat de maintenance des turbines des 57 réacteurs nucléaires français. Donc ça veut dire potentiellement menacer le pays de nous mettre dans le noir. Donc ça, c'est sur l'affaire Alstom. Il y a eu l'affaire Alcatel avant sur les câbles sous-marins. Vous avez eu l'affaire Technip qui est vraiment similaire à l'affaire Alstom. Et ça continue. Ça continue. Donc voilà, je voulais témoigner un peu de ça aujourd'hui. J'espère que ça vous a sensibilisé un petit peu sur ces sujets-là et que ça n'a pas trop refroidi l'atmosphère. Merci beaucoup. On fait juste la photo, puis on prend une ou deux questions dans la foulée. Voilà, allez. On fait ou on fait pas, Oui. La première question. En parlant fort pas, ouais. On a très peu de temps. La question, c'est quoi? La question, c'est comment on s'en remet. Aujourd'hui, en fait, vous disiez on est colonisé par la tech. Aujourd'hui, on a une problématique de communication sur notre écosystème français-européen des solutions tech. Et au-delà de ça, moi, je voudrais savoir comment on se remet d'une situation pareille. Alors, à titre humain, vous avez expliqué au niveau de l'entreprise que vos partenaires, vos clients avaient suivi en fait et finalement vous en étiez sorti grandi. Mais je voudrais quand même psychologiquement, je pense que là, comment on se remet de ça? Psychologiquement, je peux vous dire, c'était très dur. Passer un mois sur les bancs de l'accusé, enfin encore une fois, quand je vois l'expérience de Frédéric, je me plains pas. Mais c'est vrai que passer pour un voleur, quand on a passé sa vie à essayer de défendre justement la confidentialité de ses propres clients, et donc on est a priori, enfin, on essaie d'être respectueux de ça. Enfin, je le suis énormément, donc j'ai eu l'impression d'être complètement traîné dans la boue. J'ai toujours pensé que Veid allait s'en sortir et que la vérité
sortirait, elle me paraissait tellement évidente. Mais néanmoins, effectivement, les coûts engendrés et le coût moral, ça a été très difficile. Je dirais le plus difficile, ça a été donc juste après le trial, donc l'audience. Et finalement, on s'en est sorti, je dirais, en relativisant les choses. Il y a des choses plus graves dans la vie. Quelqu'un qui a un cancer, je pense que c'est plus grave. En prenant ce recul, en faisant une équipe extrêmement soudée. L'équipe, on a multiplié par pratiquement 2 le chiffre d'affaires, mais avec la même équipe, pratiquement sans recruter. Donc on est devenu, comme je disais, très rentable, en excellente santé financière pour payer nos frais d'avocat. Et je dirais, ce qui nous a permis de fonctionner aussi, c'est quelques aides financières que j'ai pu obtenir auprès de personnes que je connaissais personnellement. C'est la seule chose qui nous a sauvés finalement. En fait, tous ceux qui nous connaissaient se disaient c'est pas possible, c'est pas vrai. Que ce soit nos clients, nos amis, les financiers, le personnel dans l'entreprise. Mais ça se coûte effectivement extrêmement fort. Et il faut savoir qu'il y a très peu d'entreprises qui s'en sortent. On a fait une petite enquête, on n'en a pas trouvé une seule qui n'a pas été soit cassée, soit rachetée par le concurrent. Donc on est fiers en tous les cas d'être encore là. Et en meilleure santé qu'au démarrage. Bonjour à tous. J'avais entendu parler de vos histoires, mais quand elles sont racontées par vous en live, elles prennent une autre teneur en tout cas. Et bravo d'être là. Bravo d'être là et bravo de partager. Merci de partager cela avec nous. Moi, j'ai une question. Enfin, tout ça, ça me fait beaucoup réfléchir. Je suis cofondateur de la société Another Way. On est une jeune start-up encore. On fait nos 3 ans. On est en pleine croissance en France. On réfléchit à aller attaquer l'Europe. Voilà. Mais aussi, on a dans nos plans, comme plusieurs entreprises ici, on réfléchit à ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. Quand on entend vos histoires, on se dit on n'y va pas, quoi. Il y a des McDo en France, on n'a pas besoin d'aller les prendre là-bas. Finalement, c'est quoi le conseil que vous donnez? On y va pas? Si on y va comment? On s'équipe comment? Est-ce que c'est juridique? Est-ce que c'est des partenariats? Enfin, c'est quoi la stratégie, s'il y en a une à avoir, pour aller de l'autre côté? Oui, alors, tout le monde me disait, mais arrête les États-Unis, enfin dès le début, voilà, tu mets le pied là-bas, tu te fais taper dessus, arrête. On s'est dit exactement l'inverse. D'abord, maintenant, on a compris comment il faut faire. Les Américains se font attaquer aussi. Je veux dire, ils attaquent les Européens, mais ils s'attaquent également entre eux. Et c'est un sport d'essayer de faire tomber un concurrent juridiquement là-bas. En fait, simplement, on n'est pas armé psychologiquement, ni financièrement, ni juridiquement. Et juste pour donner un exemple, il faut toujours démontrer quand on embauche quelqu'un, ou tiens, quand on signe un NDA, tout le monde signe des NDA à l'appel, mais si on ne rend pas étanche les personnes qui reçoivent les informations confidentielles, c'est-à-dire que potentiellement, on n'a pas écrit que la personne s'engageait à l'intérieur à ne pas diffuser d'informations, il suffit qu'on reçoive une information, on l'envoie un email à 2-3 autres personnes, et ça y est, ces 2-3 autres personnes sont contaminées. C'est-à-dire que la notion de clean room est extrêmement importante aux États-Unis, et ça, c'est une notion qu'on n'a pas du tout en France. Donc, il y a, j'allais dire, un apprentissage culturel avant de le faire. Mais ce qui est certain, c'est que les États-Unis, c'est le plus gros marché, enfin, notamment en cybersécu. Voilà, c'est 40% du marché de la cybersécu mondiale, c'est juste énorme. Donc, ne pas y aller, c'est se dire, la France et l'Europe restera faibles. Si les Américains viennent chez nous, il faut qu'on aille chez eux et qu'on joue dans la cour des grands. Enfin, je pense que ça fait grandir d'aller là-bas. Voilà. Mais il faut y aller armé, juridiquement, notamment, avec les bonnes assurances, et déposer des brevets, également pour pouvoir contre-attaquer ou avoir une monnaie d'échange. Alors, bon, on arrive à la fin de cette table ronde, il faut qu'on laisse la place. Donc, vous pourrez continuer les discussions, les échanges dans la suite de la journée. En tout cas, merci beaucoup à vous deux pour votre témoignage. Et